En tout cas, ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux. Juste avant de débuter, c'est vrai que la question a été posée de mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Cette chose, c'est juste en étant à San Francisco, j'ai eu la chance de voir des groupes de parole, enfin pas de parole, mais des groupes où les gens présentaient leurs projets. C'était assez interdisciplinaire, ça pouvait être peut-être un peu plus scientifique et technique aujourd'hui, quoique. Mais l'idée, c'était vraiment de partager et de sortir un peu de sa bulle. Et je crois que tous, en sortant d'école, on va un peu dans nos petites sphères et on en sort moins. Et donc l'idée, c'est juste de créer des lieux où on apprend des autres et on essaye de partager ce qu'on fait. Du coup, premièrement, merci. Alors que certains ont vu et ont pu, ceux qui sont arrivés tôt, ont pu visiter un petit peu le CRI. Et donc c'est grâce à Pauline Martineau et au CRI qu'on peut s'installer ici ce soir. Donc merci à eux. Pour le dérouler, on va essayer de faire une présentation en à peu près une demi-heure pour laisser vraiment un grand temps de questions de une demi-heure derrière et d'aller vers éventuellement peut-être du débat sur les questions peut-être plus générales qu'on se pose. Et je vais laisser la parole à nos deux invités qui du coup sont très gentils d'essuyer les plâtres pour nous. Donc Liane qui est doctorante à la Sorbonne en droit. Et puis Denis, qui est doctorant en informatique à l'INRIA, et qui vont nous présenter Catala, a Programming Language for Public Algorithms. Everyone speak French, je ne vais pas demander. Sinon, on peut passer en anglais. Mais je crois que j'ai entendu que du français. Bon. Ok, et bonjour à tous. Merci beaucoup Bénédicte et Marc pour l'invitation. On est vraiment ravis d'être là aujourd'hui et ravis de parler à ce public. Alors moi je m'appelle Liane et je suis thésarde en droit à Paris 1 et je travaille sur, ma thèse c'est la décision de l'algorithme et je travaille sur la notion de décision automatisée en droit privé et en droit européen avec une approche un peu comparative entre le droit français, le droit anglais et le droit européen. On aura du droit donc vous aurez un peu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ma thèse. Et parallèlement à ça, avec Denis, on travaille sur donc, le projet Catala depuis à peu près 2 ans, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par une petite mise en situation. Imaginez que vous gouvernez un pays avec à peu près 60 millions de personnes, par exemple la France, avec 38 millions de foyers, et que ces foyers ont un revenu, et que ce revenu, quand il est imposé, représente 25% du budget de votre État. Et qu'en plus, vous avez ça. Alors, on ne voit pas trop ce que c'est à l'intérieur, mais le Code général des impôts, c'est un des codes les plus compliqués et les plus obscurs du droit français, et c'est beaucoup dire, parce que le droit français est déjà assez compliqué et assez obscur. Mais alors, dans le Code général des impôts, on trouve des articles du genre article L301-11 bis terce quadruple 10. Des trucs comme ça. Il faut les articuler tout ça. On va vous montrer un exemple. Comment vous faites? Comment vous faites pour faire ça? Pour imposer ces 38 millions de foyers? Vous pouvez répondre. C'est censé être interactif, donc oui, n'hésitez pas à répondre. Vous n'êtes même pas obligé de lever le doigt, vous pouvez juste parler. On demande aux citoyens de faire le travail. Oui, alors... c'est pas mal ça. Non, mais d'ailleurs, il y a une partie, parce que quand tu fais ta déclaration de revenus, c'est toi qui fais ce travail-là, donc en partie, oui. Et une fois qu'ils ont fait le travail, tu penses qu'ils vont s'imposer eux-mêmes, enfin, comment tu fais après? On emploie 100 000 personnes à la direction générale des finances publiques. Ah ouais, ça serait bien ça. Alors, en plus, t'as pas d'argent pour le faire. Mais oui, ce serait bien aussi. Ouais. On leur promet des abonnements Netflix s'ils font bien leur déclaration d'impôt. On leur promet aussi de ne pas les poursuivre. C'est pas mal ça. Et de ne pas doubler le montant des impôts si jamais ils ont mal déclaré. Ok. D'autres idées? Évidemment, enfin, dites-le. Ils utilisent Catala. Non mais là ça va trop vite là, ça va trop vite. On met quelques règles métiers pour les cas les plus courants et pour les cas d'exception, on fait une inspection à la main. Donc tu veux dire traitement automatisé de manière générale et traitement manuel dans les cas où on ne sait pas trop, c'est ça que tu veux dire? Vu que la majorité des gens ont juste un salaire et c'est tout, c'est pas un cas trop compliqué à automatiser et à vérifier. De toute façon, si les gens ne rentrent pas les informations, on va avoir le meilleur programme du monde. Si t'as pas les infos, t'as pas les infos. Ok. Alors je pense que là tu distingues
tu distingues entre le fait, c'est-à-dire le revenu, ce qui arrive dans les foyers, et le traitement à côté, et c'est comme ça qu'on doit le faire. Mais en gros, on utilise un ordinateur, c'est ça que tu veux dire. Oui. Je l'ai pas dit, parler des personnes, etc. On utilise un ordinateur. Attends, tu peux revenir après. Et juste pour savoir, je pense que c'est un intervention simple ici, mais vous faites comment vous faites quoi avec votre ordinateur? Vous mettez des petites règles comme ça? Vous faites quoi? C'est quoi le but en fait? Ah ouais, c'est ça. Qui est-ce qui a dit ça? Je sais pas. J'ai l'impression d'être en TD là. Oui, c'est très bien, Edouard. Bravo. Non, je sais pas. Donc, oui, on programme le code des impôts. C'est un peu le but. Et bah ça a été fait dans les années 80. Et ça ressemble à ça. Sauf que c'est 10 millions de lignes. Non, 100 000 lignes. 100 000 Ah, lignes. 100 000, ouais. C'est quoi, c'est du Fortran ça? C'est quoi le langage? Ah, bah non. C'est un langage à eux. C'est un langage qu'ils ont inventé, que personne ne comprend. C'est quoi le truc de bus là? Ça s'appelle M. Non, le bus, le taux de bus. Non, ça va. Ok, on en parlera après, très bien. Suspense bus. Du coup, on fait ça. Je peux mettre la suite. Sauf qu'évidemment, personne ne comprend ça. Laisse la suite. Et en fait, bon voilà, je vous parlais de à quoi ça ressemble le code des impôts. Donc là, là, on a un article assez simple parce que c'est 1731 bis. Donc là, on est vraiment sur un cas hyper simple. Vous le voyez ou vous voulez que je vous lise le premier alinéa? Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés au 1 de l'article 56 et les réductions d'impôts ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et les droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues au B et C du 1 de l'article 1728 à l'article 1729, du A de l'article là et du premier et dernier alinéa de l'article de là. Et ça, on est vraiment sur un article plutôt simple. On comprend à peu près ce que ça veut dire. Enfin, bon, peut-être moi, mais pas vous. Et ça, faut le programmer du coup. Et ça, faut le programmer. Là, ça donne ça. Et ça donne ça. Et ça marche pas très bien en plus. Personne ne peut savoir si c'est vraiment ça ou si c'est pas vraiment ça. Selon la DGFIP, ça marche. C'est décidable cette chose? Parce que je suis même pas sûr que le programme soit consistant. Si. Ça calcule. Bah, t'es bien imposé tous les ans, donc... Ouais. Et donc là, on vous parlait du code général des impôts et donc de l'algorithme qui est écrit par rapport au CGI. Mais évidemment, il n'y a pas que l'impôt sur le revenu, il n'y a pas que les impôts. On a les allocations familiales, on a le chômage, on a l'APL, on a tout ce que vous pouvez imaginer que vous devez à l'État ou que l'État vous doit, et tout ce qui est les échanges d'argent avec l'administration sont calculés par les algorithmes qui sont censés être conformes au droit positif et être efficaces et réussir à calculer ça. Et ça donne vraiment des choses comme ça qui sont absolument incompréhensibles par tout le monde, notamment nous, les juristes, qui sont censés quand même savoir comment est-ce que ça se produit. Et voilà le constat qu'on a fait avec Denis, qui est, on a la loi, on a le code, on a des enjeux énormes en termes de budget, en termes de société, en termes de démocratie, même parce que les impôts, c'est une problème de démocratie, on est tous d'accord là-dessus. Et je te passe le micro. Tout à fait. D'autant plus que le problème, il ne concerne pas que la France. C'est un problème international. Ben oui. Tous les systèmes tous les États sociaux dans le monde ont des systèmes informatiques comme ça pour justement calculer les divers droits sociaux et taxes. Donc par exemple ici on a un article de presse comme quoi l'État du New Jersey cherche des développeurs COBOL assez frénétiquement parce qu'il faut maintenir le système qui distribue les allocations de chômage là-bas et ils ont personne. Sinon dans cet autre article concernant les États-Unis on apprend que le code qui calcule les impôts des Américains a été écrit dans un langage assembleur d'un ordinateur des années 60, qui tourne encore. Voilà. Et qu'ils ont essayé 4 fois de le moderniser, ils ont dépensé des dizaines de millions d'euros et ils n'ont pas réussi. Donc c'est un problème qui a l'air assez important finalement, et personne n'en parle trop, et finalement c'est quelque chose qui effectivement fonde un peu la démocratie, puisqu'on est censé... quand on vote une loi, l'appliquer de manière correcte. Et puisqu'elle est appliquée par un algorithme, il faut vérifier et s'intéresser à l'algorithme. Donc, ça pose la question des enjeux de ce qu'on appelle les systèmes experts légaux. C'est le nom qu'on donne en fait à ces algorithmes-là.
Donc, la question c'est en fait, oui, mais est-ce qu'on peut en avoir rien à faire de ça? Est-ce qu'on peut juste dire que c'est l'intendance et que l'intendance suivra? Bah non, parce que, encore une fois, ces algorithmes sont très très complexes et représentent beaucoup de lignes de code. Et quand vous recevez votre montant d'impôt, il n'y a pas vraiment d'explication sur le résultat que l'algorithme donne. Ensuite, donc cette question d'explicabilité est très importante parce que normalement un citoyen est censé comprendre pourquoi l'administration prend des décisions qui le concernent. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est que cette application automatique de la loi, elle a des fondations qui sont assez fragiles puisque ça repose sur des programmes qui ne sont pas relus par les gens qui sont censés vérifier que la loi est vraiment conforme à son application. Alors, évidemment, il faut dire qu'il y a des services administratifs qui sont censés tester ces systèmes et en fait, ils le font en essayant sur quelques dizaines, quelques centaines de cas d'essai qu'ils inventent et puis ils vérifient, les jeux se calculent à la main et puis les informaticiens vérifient que sur ces cas d'essai, ça correspond bien. Mais la complexité de la réalité fait que sur une déclaration d'impôt, vous avez 1500 cases. Donc s'il faut tester toutes les combinaisons différentes des cases qu'on met ou pas, vous voyez que ça dépasse rapidement plus de la centaine ou du millier, quoi. Donc, et de plus, il y a des conséquences absolument catastrophiques quand ces systèmes sont mis en échec, et c'est déjà arrivé par le passé. Donc je vous donne des exemples français. Donc là, au mois de juin, là, il y a une réforme des APL qui fait que c'est la contemporanéité des APL. Et le problème, c'est qu'ils ont réécrit une partie de leur système informatique pour tenir compte de ça, mais que ça interagit toujours avec un vieux système informatique dans lequel ils n'ont pas mis en place cette contemporanéité, d'autant plus qu'elle ne s'applique pas pour toutes les prestations. Et du coup, il y a plein d'allocataires qui se retrouvent avec des trop-perçus ou des sommes indues. Il y avait le problème de Louvois, donc c'est un peu l'exemple le plus marquant de la dernière décennie, où il y avait des soldats qui carrément ne recevaient pas de salaire pendant des mois à cause de bugs dans le logiciel de paie de l'armée de terre, en fait. Ce qui est assez embêtant. Et évidemment, alors ça encore plus, Parcoursup, il y a eu beaucoup de tintamarre autour de ça. Il y avait une petite partie de l'algorithme qui faisait recours à un choix aléatoire qui était non expliqué, et ça a pris des proportions politiques inimaginables, telles qu'ils ont dû changer de système pour changer la manière dont ils avaient fait l'algorithme, mais est-ce que les résultats derrière sont mieux, etc. Bref, ça a causé plein de débats. Mais à chaque fois dans ces débats, on ne s'intéresse pas vraiment au code, on ne s'intéresse pas vraiment au système informatique. C'est toujours, qui le produit, est-ce que ça a été audité par tel Cour des comptes, etc. Mais on ne s'intéresse pas à l'objet technique finalement. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de règles qui gouvernent notamment la création de cet objet technique, ce système expert légal. Et ça, je laisse Liane vous en parler. Merci. Alors, on va direct afficher tout ça. Parce que, évidemment, vous vous doutez que on ne peut pas juste utiliser... Enfin, peut-être que vous n'en doutez pas, en fait, c'est pas forcément évident à concevoir, mais on n'a pas le droit d'utiliser des algorithmes comme ça, comme on veut, et surtout quand on est le gouvernement. Notamment, vous avez tous entendu parler du RGPD ou le GDPR, le cadre européen de régulation, de protection plutôt des données à caractère personnel, qui en fait encadre les conditions de création, de traitement de données à caractère personnel. Évidemment qu'on traite des données issues de votre foyer, de votre revenu, etc. On est sur le traitement de données à caractère personnel et on doit respecter le RGPD. Donc on est sur un cadre général, en plus avec des règles de droit administratif qui s'ajoutent. Mais on a un cadre encore plus précis et particulièrement important que je vous ai partiellement exposé ici parce qu'il est très long. L'article 22 du RGPD auquel s'adosse l'article 47 de la Article Liberté qu'on n'a pas mis là parce que ça prend la même chose, et surtout le CRPA, L311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration. Alors, pour vous faire une vision générale de ce que sont ces articles. En fait, quand on prend une décision automatisée en France et en Europe, c'est-à-dire qu'on applique à des personnes directement par un algorithme une décision, on est obligé d'abord de le fonder sur une loi, en principe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire « Ah bon, on va faire un algorithme qui va faire ça », on est obligé de dire « On va faire une loi qui va ensuite permettre qu'on le fasse ». Cadre général. Et d'ailleurs, il y a un problème parce que dans plein de cas, c'est pas du tout la loi qui va prévoir ces traitements qui vont calculer les impôts. Je vous ai déjà perdu ou pas? C'est bon?
Si jamais je dis des mots qui vous semblent obscurs parce que c'est du droit, n'hésitez pas à me dire. Donc ça, c'est le premier stade. Mais le deuxième stade, c'est qu'en plus, le RGPD prévoit plein d'obligations. Une fois que la loi dit « Ok, on a le droit de créer un algorithme qui prend des décisions sur les personnes », et on est obligé de faire que l'algorithme soit transparent, renforcé par L311-1 du CRPA. On est obligé de maîtriser le traitement algorithmique. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? La doctrine s'arrache les cheveux depuis 10 ans sur la question. Mais en gros, c'est l'idée que quand on fait un algorithme, on est obligé de savoir à peu près comment il marche et comment est-ce qu'il aboutit à un résultat. On est capable de l'expliquer. Vous vous rendez bien compte que si on prend le code des impôts, l'algorithme du code des impôts, comme on vous l'a montré, personne n'est capable ni l'expliquer ni vraiment dire comment ça marche. Et donc, finalement... Je pourrais mettre une nuance. Il y a quelques personnes qui travaillent dessus à la DGFiP qui peuvent l'expliquer dans une certaine mesure. Voilà. Sachant que normalement, c'est si tu as ton... Ouais, normalement, si tu as ta déclaration de revenus, et en bas, c'est écrit, c'est pas écrit d'ailleurs, un algorithme calcule tout ça, et ça veut dire que tu peux demander à l'administration, oui, mais pourquoi est-ce que j'ai ça? Évidemment, c'est pas les 3 personnes qui vont le faire, eux, ils sont en mode, oulala, on a un énorme bug qui risque de mettre en péril l'intégrité du budget de l'État, on va faire ça, ils vont pas répondre à des demandes individuelles, on voit bien que c'est pas compatible. Donc, on est vraiment sur une incompatibilité avec l'article 22 du RGPD, et c'est assez grave de ne pas être conforme au droit européen, parce que c'est quand même, ça peut te coûter de l'argent. Et de manière générale, alors il y a un autre problème qui est un peu plus subtil, qui est que, en fait, on pourrait potentiellement imaginer qu'une personne dise « Mais attendez, l'algorithme il n'est pas légal. Du coup, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Et du coup, l'algorithme est en quelque sorte aboli. Et normalement, c'est le cas, ça peut être rétroactif. Évidemment, ça ne va jamais arriver, parce qu'on ne va pas restituer les impôts de tout le monde, c'est pas possible. Mais en fait, on a un problème de sécurité juridique quand même, parce que ça se trouve, à un bout d'un moment, un juge va dire, bah ok, pendant ces 50 dernières années, vous avez utilisé un algorithme qui n'est pas vraiment légal, on va laisser ça comme ça, parce qu'on ne va pas provoquer une révolution, mais par contre, dans le futur, il faut changer ça. L'administration, ils le savent, ça. Hein. C'est pour ça qu'en fait, vous n'entendez pas trop parler de ces histoires. Question, le RGPD, c'est relativement récent. Avant, il y avait un problème ou pas? Alors, la loi informatique et liberté, qui est le premier cadre légal, date de 1978. Ensuite, en 1995, on a une première directive européenne qui avait à peu près le même champ d'application sur les algorithmes que l'article 22 du RGPD. RGPD 2016, effectivement, c'est assez récent, mais tout le droit, il est déjà applicable avant. Ça s'applique à l'État, pas que aux entreprises. Aux deux, en fait. Il n'y a pas de distinction, en droit des données personnelles, entre le traitement public et le traitement privé. Et ça, c'est hyper intéressant, d'ailleurs. Alors, à la base, c'était pas comme ça. Mais bon, je ne vais pas m'éparpiller. C'est toi qui... Je pense, oui. Hop. Donc finalement, tout ce constat et tous ces rappels du cas législatif, avec Anne, on a réfléchi, on s'est dit, si on veut faire ça bien, entre guillemets, quel serait le cahier des charges? Donc alors, 3 choses. Déjà, on veut que le code il soit fidèle par rapport à la loi. Alors ça déjà, il faut définir ce que ça veut dire fidèle, mais c'est tout l'objet de notre travail. Oui. Oui. Il faut aussi que la production et la maintenance du code source qui traduisent la loi soit efficace, puisque si on veut que on fasse un système qui soit vraiment adopté par l'État ou les services administratifs, qui opèrent sous des contraintes budgétaires, comme vous le savez, très lourdes en ce moment, il faut pas qu'on dise « Ok, on a un système, mais il faut 1000 personnes pour le faire ». Et 3, il faut qu'il soit complètement transparent, à la fois au niveau du code source, mais aussi au niveau de l'explicabilité individuelle des décisions par rapport à l'utilisateur. Donc c'est armé de ce cahier des charges qu'on a carburé un peu avec Yann et qu'on a décidé qu'on allait essayer d'apporter une solution à ce problème. Voilà. Donc les observations. La plupart des systèmes experts légaux sont vieux et maintenus avec une qualité variable. En France, mais aussi ailleurs, et ça, c'est pas. Enfin, les gens qui sont à la maintenance de ces choses-là font du mieux qu'elles peuvent avec les ressources qu'elles ont, mais il y a vraiment des problèmes structurels parce que le code est compliqué et que c'est trop compliqué de traduire la loi. Et si on veut traduire la loi, en fait, on se rend compte que ça nécessite des interactions assez intenses entre le programmeur et le développeur. Entre le programmeur et le juriste qui comprend le sens et l'interprétation de la loi. Et que sans ces interactions, en fait, on risque d'avoir à la fois des décisions qui sont faites par le programmeur qui ne respectent pas l'esprit de la loi,
ou alors le programmeur va louper une partie de la loi parce qu'il n'aura pas fait la recherche juridique suffisante pour savoir ce qu'il faut mettre dans l'ensemble de spécifications. Donc pour essayer de répondre à ça, avec le cahier des charges qu'on a proposé, on propose une méthodologie en fait, de production de ces systèmes qui est articulée autour de 3 principes. C'est moi qui l'ai dit, non? Effectivement. Et c'est à Yann de nous dire les principes. Parce qu'après, je vais aussi tranquille et c'est Denis qui a fait la démo et tout, du coup, c'est pas un peu. Alors, notre méthodologie, elle est divisée en 3 points. Et elle tourne tout autour, c'est vraiment important ce que Denis vous a dit, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, le programmeur, il connaît pas le droit. Et le juriste connaît le droit. Alors, ça, c'est... Et puis d'un autre côté, le juriste, il connaît pas l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'en fait, comment on le fait ensemble. Et ça, c'est vraiment le point essentiel. On va travailler ensemble pour programmer la loi et être sûr que ce qu'on met dans le code, ce soit vraiment conforme au droit. Ça vous paraît évident, mais en fait, c'est vraiment, ça n'a jamais été fait avant. Pour faire ça, il y a un second principe qui est le literate programming. Ah oui, rapidement sur le pair programming, c'est un truc qui se fait beaucoup en informatique. On fait entre 2 programmeurs entre eux. Enfin, vous avez entendu parler de ça. Nous, on l'a un peu twisté, on fait juriste plus informaticien. Et à ça s'ajoute ce qu'on appelle le literate programming. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est aussi un principe qui est utilisé en informatique. Vous vous rappelez la slide avant où il y avait le code M et juste à côté un article de loi. Bon, évidemment, il ne correspondait pas, parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi correspond aucun truc dans le langage M. Mais si on veut que le juriste puisse vraiment comprendre ce à quoi correspond, il faut qu'on associe chaque partie du code à une partie du texte législatif. Vous voyez? Et donc pour ça, on va mettre le texte législatif et on va coder juste en dessous. C'est-à-dire que chaque partie du code source, elle est associée strictement à une partie du droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez vérifier, vous avez directement la partie du droit que vous codez en dessus. Et c'est vrai que tout le monde peut vérifier à côté. Évidemment, une fois qu'on va compiler, qu'on va le faire marcher, ce qui va fonctionner, enfin, je ne sais pas trop si j'utilise les bons termes, ça va être uniquement le code source et pas le code légal, mais ça reste l'un à côté de l'autre. Et enfin, mais ça c'est lié à la transparence, et puis c'est aussi lié, on n'a pas trop parlé, mais au principe de consentement à l'impôt, qui est qu'en fait, pour que on vous prélève l'impôt, il faut y consentir, et ça c'est un principe démocratique, qui est que c'est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut pouvoir regarder, et tout le monde peut par exemple travailler dessus, débugger, vérifier si c'est bien conforme, etc. Et c'est pour ça qu'on doit le publier en ligne, et c'est pas le cas pour quasiment tout le code source aujourd'hui. Donc ça c'est une partie, mais pas tout. C'est-à-dire que par exemple le code M il est publié en ligne, mais est-ce que vous êtes vraiment capable de le lire, de le comprendre et de suggérer des modifications? C'est ça qui pêche. Oui, mais pas tout le code M est publié, genre il y a plein d'aspects qui ne sont pas publiés. Ouais, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon... Oui, alors ce qui est là, tout sera publié. Ouais. Et donc ça c'est notre méthodologie. Et le problème c'est qu'en fait on ne peut pas faire ça avec un langage de programmation basique. Et c'est là que Katala vient. Tout à fait. Donc ça c'est le constat un peu motivé par l'aspect juridique. Et puis quand on a essayé de faire un système avec ces 3 principes, et je me suis rendu compte que si on utilise n'importe quel langage de programmation traditionnel, on ne va pas pouvoir découper le code pour vraiment le faire correspondre aux articles de loi. Et c'est vraiment tout con, mais c'est parce que en fait, les articles de loi, ils définissent les choses de manière morcelée, c'est-à-dire qu'une même variable, elle va être définie en 4 articles de loi qui sont dans des pages différentes. Et du coup, si on veut vraiment suivre, on ne peut pas parce qu'en informatique, une variable, on la définit à un seul endroit. Mais moi, j'ai fait un langage autour de cet article, autour de cette idée. Et voilà ce que ça donne. Alors ici, sur un exemple du code des impôts américains, parce que en fait, le droit structuré et écrit dans le même style à peu près dans tous les systèmes légaux occidentaux. Voilà. Et donc voilà concrètement ce que ça donne Katala. C'est-à-dire que vous avez quelques lignes en fait du texte de loi et puis hop en dessous un petit snippet de code qui va vous traduire. Donc c'est une syntaxe un peu bizarre, enfin vous avez l'impression de lire du pseudo-anglais. C'est fait exprès puisque on n'a pas voulu mettre des symboles, on n'a pas voulu que ce soit un langage où que ce soit arrobas dièse mot-clé inférieur ou égal parce que il faut apprendre. Donc on a réutilisé des mots-clés que les juristes connaissent parce que c'est dans leur champ de métier. Par exemple scope.
En français, on a traduit ça par champ d'application, qui est un concept juridique très important. Et donc là, vous voyez que la variable Qualified Employee Discount, elle est définie sous condition. Et en fait, ces définitions sous condition, ça permet de répondre au problème du morcellement de la loi, puisqu'en fait, après, on va réunir toutes les conditions, toutes les sous-conditions dans lesquelles une variable est définie, et après, hop, on va avoir la définition complète de la variable. Et ça, cette définition sous condition, on a un peu creusé, parce qu'on s'est dit, ah oui, mais si on est des chercheurs, on a le temps de faire les choses correctement, donc on va creuser, et en fait, derrière la manière dont les juristes écrivent leurs textes de loi, il y a une logique qui est un peu cachée, qui a été découverte par une professeure de droit fiscal américaine, qui est une personne assez unique, puisqu'elle est aussi également titulaire d'un doctorat en logique. Et en fait, cette logique cachée, ça s'appelle la logique par défaut. Donc c'est un cas particulier de la logique déontique, voilà, si vous ne connaissez pas, moi non plus je ne connaissais pas avant. Bref, et en fait, ce qui est important dans cette logique, c'est qu'on a cette structure en cas de base avec une condition qui déclenche une conséquence, et à ce cas de base peuvent s'ajouter des exceptions. Sauf qu'on doit d'abord regarder si l'exception s'applique avant de regarder si le cas de base s'applique. Donc ça fait une structure un peu en millefeuille, il faut d'abord regarder les exceptions, puis après on a des exceptions d'exceptions, et c'est vraiment cette logique-là qui est au cœur. Donc le langage de programmation que vous avez vu juste avant, sa sémantique, qui est la manière dont le programme va être exécuté, incorpore cette logique dite par défaut. Voilà, donc ça c'est un peu l'aspect très technique. Et enfin, il faut que ce soit lisible par des juristes. Donc là, je vous ai mis un exemple du Code de la sécurité sociale qui spécifie le calcul des allocations familiales. Et vous voyez que par exemple sur l'article L521-3, qui définit quand est-ce qu'un enfant ouvre ou pas le droit aux allocations familiales, ben on a vraiment cette correspondance entre une ligne du code et puis hop, une petite expression qui est là. Avec un langage qui... Alors, vous allez me poser la question, oui, mais pourquoi les juristes ils écrivent pas directement le code? Parce que si vous faites ça, et ça a un peu été essayé à la DGFIP, vous allez produire du code qui n'est pas maintenable. Parce que les juristes, ce n'est pas des informaticiens, ce n'est pas des ingénieurs logiciels, donc ils ne vont pas produire du code qui est maintenable. Parce que pour produire du code qui est maintenable, il faut de l'abstraction, il faut structurer son code correctement, définir la forme des données d'entrée, etc., etc. Donc l'objectif, c'est que le code soit lisible et que le juriste puisse vraiment vérifier que ce petit bout-là, c'est bien ce petit bout-là. Puis hop, après, on va progresser tout au long du texte de loi, et à la fin, si tous les bouts correspondent, bah, on a un résultat global de correction. Voilà, donc là, hop, deuxième alinéa, ici, hop, une autre condition. Et pareil, là, en fait, on a défini donc, majoration de l'allocation familiale pour un droit ouvert sous deux conditions, et après, les deux conditions vont être réunies un peu par des techniques de compilation, on appelle ça. Voilà. Donc la conclusion, c'est que transformer la loi en code, c'est difficile. Ah oui, c'est là. Ce dont les gens manquent, c'est d'un outil qui leur permette d'effectuer cette traduction de manière collaborative dans le respect des principes de la méthodologie qu'on a évoqués. Ensuite, côté technique, en fait, c'est un langage de programmation, donc il a un compilateur, donc, et en plus on a envie de donner des garanties formelles qu'il fait bien ce qu'on veut qu'il fasse, parce qu'on n'a pas envie que la loi soit mal interprétée à cause d'un stupide bug sur la chaîne de compilation du langage. Et on a fait beaucoup d'exemples. Et pour la suite, donc si vous voulez, si on a le temps, je peux vous montrer une petite démo. Voilà. Tu peux déconnecter. Donc là, tu peux juste ouvrir un navigateur internet, taper catala-org. Oui. Oui, bon, je cherche sur Google, c'est plus facile. Voilà. Hop. Parfait. Donc là, tu vas dans Catala Programme Examples. Là, tu peux être en français en haut. Ouais. Hop. Là, tu as exemple de programme. Tu vas On dans va sur allocation familiale. Ouais. Voilà. Et là, par exemple, vous tombez sur un simulateur. Donc là, on peut remplir les cases en fait. Et ici, ça vous va entrer non complète, mais là, on va peut-être pas le faire parce qu'en plus, ça va pas marcher parce que c'est une démo évidemment. Mais c'est une démo live. Mais en gros, vous remplissez le nombre d'enfants, ça vous demande des caractéristiques, et à la fin, ça vous dit bah vous avez le droit à tant d'allocation familiale. Et non, mais c'est pas grave, Yann. Ah bah je le fais pendant que tu parles, c'est pas grave. Et ce qui est intéressant, c'est que les entrées de ce simulateur, en fait, on les a déduites de ce qui était dans le texte de loi. Donc il y a vraiment un travail à faire sur, on a le texte de loi et on déduit ce qu'on a demandé à l'utilisateur pour l'appliquer. Et ça, c'est pas mal compliqué. Non mais ça va prendre longtemps, Yann, parce que c'est... Ah oui, tu peux mettre 0 là, vas-y. Voilà. Donc par exemple, là, un couple avec 2 enfants,
Par exemple, On est en là, donc là, 2007 et 1200 € par an, il gagne pratiquement rien. Mais, mais si tu rajoutes un 0 à ressources annuelles, si tu rajoutes 2 zéros même, voilà. Donc si on rajoute 2 zéros, bah là il y a la modulation des allocations familiales qui marche, donc hop, le montant est divisé par 4. Et ça marche. En fait, le Et code, ça- c'est ça. Tout à fait, parce qu'il y a tout un code Juste en derrière. dessous. Bon, ça, c'est pas important et c'est là le code. Voilà, c'est-à-dire que là on a tous les articles de loi qui définissent le calcul des allocations familiales tels que présents dans le code de la sécurité sociale, puis on a rempli tous les petits snippets de code Catala. Et ça, c'est Denis et moi qui l'avons fait ensemble, donc on vous garantit que c'est parfaitement conforme au droit. Voilà, oui, on l'a fait ensemble et on a bien vérifié que ça marche. Et à la fin, ça nous donne donc ce simulateur qui est capable de calculer le truc. Et alors le truc bien, c'est que comme c'est un peu les compilateurs, c'est un peu mon rayon. Bah, du coup, ça fait un simulateur internet, mais je peux générer du C aussi si vous voulez vous le mettre, faire du calcul batch dans un mainframe. Je peux générer du R si vous faites des modèles statistiques, du Python, du JavaScript. C'est un peu open bar en termes d'implémentation. Ouais, il y a déjà eu des arbitrages dans la vraie vie entre votre simulateur et les allocations. Disons que j'ai envoyé pas mal de mails à la CAF en leur disant que j'avais des résultats qui n'étaient pas conformes aux leurs et j'ai pas eu beaucoup de réponses pour l'instant. Plutôt dans quel sens Plutôt dans quel sens Bah non, mais par exemple, ils géraient pas. Mais en fait, le simulateur qu'ils ont en ligne, qui est accessible pour tout le monde, il est vraiment. Enfin, c'est un vieux truc qu'ils n'ont pas maintenu à jour et ils n'avaient pas les dom-toms par exemple, et où ils n'avaient pas le cas où l'enfant a en garde partagée, enfin bref, des trucs comme ça. Ok, d'accord. Donc quand je parlais du fait que c'était décidable ou pas, c'est que je rappelle qu'il y a beaucoup d'exceptions, sans nécessairement sans ordre de priorité sur les applications d'exception. Bah là, dans Catala, on met une priorité explicite. Et dans les textes de loi, ils sont définis ou c'est un peu Alors, en fait, à l'instinct du lecteur? Il se trouve que un gros boulot du législateur qui écrit la loi, c'est justement de s'assurer qu'il n'est pas en train d'écrire n'importe quoi. Donc en fait, ils le font dans leur système logique à eux, mais du coup, ça marche. Si le truc est bien écrit, ça marche. Mon hypothèse, c'est que c'est déboulé. Moi, c'était calculable. Franchement, moi, c'est en travaillant avec Liane et quand on essaie vraiment de comprendre le domaine de l'autre, en fait, c'est juste qu'il y a un système de raisonnement différent, mais s'il faut un master de droit pour être compétent, bah, c'est des gens qui savent raisonner. Et En fait, ce qu'il faut que tu réfléchisses, c'est des gens assez compétents en fait. Ah non, quand je dis boulet, c'est de la même manière que moi je suis informaticien, j'écris du code avec des bugs, ça me paraît réaliste qu'un utilisateur écrive du code avec des bugs. Bon, alors, il écrit pas les codes avec des bugs, et en fait, ça, c'est pas très grave. Il faut que tu... Alors, on va pas partir un peu à trop d'abstraction, mais il faut que tu réfléchisses à quoi... Enfin, ça sert à quoi le droit, en fait? Et non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Et en fait, la première réponse, c'est en fait, le droit de la sécurité sociale, il sert pas à la même chose que le code des impôts. Et ça sert pas à la même chose qu'on aura des contrats. Et ça sert pas à la même chose que à la RSE, par exemple. Et en fait, quand le législateur va écrire son code pour les allocations familiales, son but, c'est d'avoir une répartition la plus équitable possible, qui va dépendre du budget, qui va dépendre des priorités, évidemment, politiques, etc., etc. Donc, en fait, ça va être, ces priorités-là vont directement se refléter dans le code et donc ensuite dans la logique de la loi. Donc ça va être un peu plus compliqué que tout simplement, voilà, on va appliquer et essayer de faire des trucs qui vont être logiques l'un par rapport aux autres. Alors, ça a transitionné très naturellement vers la session questions. Merci beaucoup. Je vous propose d'abord même de conclure par une première salle d'applaudissements. Merci beaucoup. Nous avons donc séance ouverte pour les questions qui ont déjà commencé. Pour les gens qui nous entendent en présentiel différé, c'est-à-dire que ce sera top de répéter les questions si possible au micro avant de y répondre. Et du coup, the floor is yours. Quand tu as des cas d'exception, tu pourrais faire quelque chose comme au plus favorable, c'est-à-dire que tu as plusieurs situations qui peuvent s'appliquer et tu décides, après avoir testé sur l'algorithme, combien devrait être l'allocation par exemple. Vas-y. Ça c'est le droit qui décide. Hein. Enfin, mais tout est tranché du coup, ou bien plusieurs situations d'exception peuvent s'appliquer à une personne, et peut-être, il y a un cas où ce serait la conclusion qui se détermine. Il faut répéter la question en fait. Oui, donc la question c'est s'il y a plusieurs cas d'exception qui s'appliquent, comment est-ce qu'on fait pour les prioriser entre les deux et est-ce qu'il n'y a pas une règle comme quoi on choisit par exemple la plus favorable? Donc ça dépend vraiment de quel morceau du droit tu travailles et s'il y a un principe général dans la section du droit dans laquelle tu travailles qui dit si jamais il y a plusieurs trucs qui s'appliquent, il faut prendre une plus favorable, il faut l'encoder dans le code. Et sinon, s'il n'y a rien qui s'applique, en fait, le comportement de Catala, c'est juste de lever une erreur en disant on ne sait pas choisir. Et c'est à toi de désambiguiser, d'enlever l'ambiguïté avec un raisonnement juridique en fait.
Parce que sinon, pas si tu choisis en tant que programmeur quelque chose, sans fondement juridique, c'est assez arbitraire finalement. Et si je peux rajouter quelque chose, donc déjà pour ça que le juriste est là, mais aussi dans les cas où on peut vraiment pas savoir, on a mis en place un peu une option où on dit en fait on sait pas, et voilà les deux possibilités. Oui aussi. Ça peut être un choix pour l'utilisateur. Je crois qu'il y avait une question ici d'abord. Déjà trop stylé, merci pour la présentation. Et j'avais suivi un projet des entrepreneurs d'intérêt général qui essayaient de faire des outils pour les parlementaires de la commission des finances pour essayer d'évaluer les impacts de certaines des lois qui sont discutées ou des amendements qui sont présentés sur des foyers fiscaux avec certains paramètres. J'étais juste intéressé de savoir quelles interactions vous aviez avec eux. Est-ce que votre réponse Je les ai rencontrés. Merci beaucoup. Donc, il y a un truc qui s'appelle Lex Impact, qui est un service de l'Assemblée nationale pour évaluer l'impact de réformes fiscales qui a été mis en place. Donc la question c'est de savoir est-ce qu'on a des contacts avec eux. Il se trouve que oui, j'ai rencontré les développeurs de ce service qui font un travail formidable. Eux, disons que comme c'est pas des chercheurs, ils sont allés à la solution qui marchait directement pour leur cas, donc ils ont réutilisé un truc qui s'appelle OpenFisca, qui marche aussi très bien, même si ça prétend pas avoir une couverture absolue de tous les cas compliqués de la loi. Et il y a aussi, et du coup, eux, ils ont une interface où par exemple ils ont le texte de loi, puis ils peuvent changer des nombres en fait qui apparaissent dans la loi. Et ça marche très bien, c'est déjà un outil super que les députés peuvent mobiliser dès maintenant pour faire des amendements, et ça c'est génial. Nous, disons que dans une approche un peu plus globale, on s'est demandé, oui mais là on peut juste modifier les chiffres. Si on avait modifié le texte pour faire apparaître de nouveaux concepts, le député avec Lex Impact il peut pas encore vraiment. Mais si on veut, alors peut-être que c'est pas un besoin que les députés ont, mais disons que si on veut vraiment tout changer, ça c'est plus expressif puisqu'on peut changer le code comme on veut en fait, comme on changerait la loi. Et à terme peut-être que Lex Impact utilisera notre solution, ou peut-être pas, ça dépend des confluences administratives qui se font et se défendent. Je vous invite d'ailleurs à lire la thèse de Marie Lausanne à cet égard, qui est vraiment incroyable en sociologie de la transformation du numérique, qu'on travaille avec elle d'ailleurs. Les copies sont disponibles à la Je crois qu'il y avait une question là-bas. Ah non, il y avait là, et puis après, il y avait là-bas. Ouais. Ouais, j'étais assez intéressé de savoir où était le projet en termes de mise en application en production. J'avais déjà entendu parler de ce projet, j'ai vu que des équipes avaient déjà commencé à regarder un peu sérieusement tout ça. Et la deuxième question c'était, en plus, donc là il y a le code des impôts et les allocations de la CAF. Est-ce qu'il y a d'autres champs d'application auxquels vous avez pensé et auxquels vous pensez vous attaquer après? Si tu veux, tu réponds à la deuxième question. Je peux peut-être répondre à la première question. Donc la deuxième, c'est est-ce qu'il y a d'autres champs d'application que les impôts ou les allocations familiales auxquels on a pensé? Et en gros, je vois que tu as un calcul. Je vois que tu as un chiffre de relation d'argent entre ton administration. C'est déjà les plus basiques. Donc ce que j'ai dit, c'était question du chômage, le RSA. Retraite. Pardon? Retraite. Ah oui, les retraites. Tout ça, et puis de manière générale, après, tous les autres codes des impôts qui existent dans le monde, et toutes les autres allocations qui existent dans le monde. Après, la grande question, et ça on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser Catala pour autre chose, c'est-à-dire par exemple coder des textes de loi qui visent pas du tout à calculer quelque chose, mais par exemple, est-ce qu'on pourrait coder le droit pénal? Est-ce qu'on pourrait être condamné par Catala en prison? C'est pas fait pour ça. Pas fait pour ça, et d'ailleurs je travaillerai probablement pas sur un projet qui vise à faire ça. Mais après, Catala, en fait, techniquement parlant, on pourrait peut-être le faire. Après, je pense qu'on aurait quand même des problèmes techniques assez significatifs par rapport aux incertitudes du texte de loi. Mais du coup, pour répondre plus rapidement à ta question, en fait, tout ce qui est calculable. Et si tu as d'autres idées, là, si vous avez des idées, des petits trucs, n'hésitez pas à nous dire. Il y a un truc intéressant, par exemple, il y a un article du Code civil qui prévoit les prestations compensatoires en matière de divorce. Voilà, ça serait typiquement, c'est un tout petit article, il y a déjà un algorithme qui a été créé, sauf qu'il est un peu, il est un peu opaque. Ça, c'est typiquement un petit truc sur lequel Catala pourrait marcher. Mais du coup, si vous avez des idées, dites-nous. Et première question. Merci. Sur l'état de l'application, effectivement, des négociations sont en cours avec la DGFiP. Je ne peux pas en dire plus, l'administration étant ce qu'elle est.
Mais on commence à parler argent, donc voilà, on va voir où ça nous mène. Alors, petite question intermédiaire avant de continuer haut dans les tours. Est-ce que c'est possible juste de nous passer bien en détail un petit exemple très simple avec peut-être une exception et une conséquence que les gens qui ont les moins suivis, qui sont sur la fin de la journée comme moi, puissent s'y référer? Je sais pas où tu veux aller. Il n'y a pas un truc hyper simple? Un exemple, genre celui-là? Non, c'est... non, pas celui-là. Pas celui-là. Va dans le tutoriel. Si tu veux. Donc, exemple. Tutoriel en haut à droite. En haut à droite. C'est ça? Non, là, c'est en anglais. En haut à droite. Là. Exactement. Si tu vas tout en bas vers l'article 2 ou un truc comme ça. Voilà, donc par exemple, cet article 1, il dit que l'impôt sur le revenu pour une personne est défini comme un pourcentage fixe des revenus de la personne pour une année. Bon, très bien, on a une définition impôt sur le revenu égale à personne pour un revenu fois le pourcentage fixe. Donc après, on a l'article 2 qui dit le pourcentage fixe est égal à 20% par exemple. Donc ça, on peut définir les trucs par morceaux, on peut définir les divers composants dans différents morceaux et ça gère bien. Après, l'article 3, ça c'est un truc fictif, parce que les trucs dans la loi, ça prendrait... disons que pour formaliser un article de loi, on fait des sessions de 2 heures et généralement on fait quelques articles par session, donc ça dépend de assez dense, l'article. L'article 3, par exemple, il dit si on a plus de 2 enfants, on paye plus que 15% d'impôt. Et ça, il suffit de définir le pourcentage fixe sous condition. Voilà, que le nombre d'enfants soit supérieur à 0. À 2, pardon. Sauf que là, il y a un problème, puisque le pourcentage fixe, là, il est défini inconditionnellement à 20%, et là, si c'est supérieur à 2, c'est 15%. Donc là, si vous essayez d'exécuter ce code, vous allez avoir une erreur, il dit, là, je ne sais pas choisir. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, on va rajouter un mot-clé qui s'appelle exception ici, je ne sais plus si je l'ai fait dans la suite, ça fait longtemps que j'ai écrit ce tutoriel, qui va dire que ça, c'est bien une exception du cas général avant. Et ça va permettre de prioriser. Voilà, très rapidement. Ouais. Tu dois lister les variables parce que là pour. Oui, il faut lister toutes les variables, c'est les blocs, les trucs encadrés au début, en fait, on liste toutes les variables. C'était là-bas d'abord. Ouais. Le monsieur au fond. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une petite question sur le côté open source. C'est top si vous pouvez le faire. Tout à l'heure, vous dites qu'il y a certains trucs que ça peut mal passer. J'imagine parce que le politique a peur de ne pas pouvoir l'expliquer ou. Par Parcoursup, par exemple, il y a eu beaucoup de soucis pour le publier. En fait, c'est une obligation légale. Donc, on est obligé de tout publier. Après, il y a une exception, c'est la défense nationale, je ne sais pas comment est-ce qu'ils disent ça. C'est-à-dire que si jamais la publication d'algorithmes pourrait porter atteinte au secret de l'État et à la protection. Et en matière d'impôt, on est un peu sur un sujet touchy. Donc peut-être qu'un jour ça va s'appliquer. En tout cas, pour l'instant, on ne pense pas. C'est vraiment souvent utilisé en fait par... En gros, quand tu veux avoir un code source, tu vas voir la CADA et tu dis est-ce que je peux avoir le code source? Et ça arrive pas mal de fois qu'elles disent en fait non parce que secret défense. Et voilà, par ça. J'ai répondu à ta question? Si je peux donner une petite précision, c'est soit défense nationale, soit des raisons de sécurité informatique. Oui, par exemple, DGFIP actuellement, elle a publié qu'une partie du code source du code de l'impôt, du calcul du code de l'impôt qui tourne actuellement parce que les autres parties sont faites dans un langage qu'elle juge, dont les garanties de sécurité sont jugées insuffisantes par elle et du coup elle préfère la rendre cachée plutôt que de la publier, suivant le principe que rendre quelque chose caché améliore la sécurité. Je ne ferai pas de commentaire. Ça marche très bien la sécurité par l'obscurité, c'est connu. Tu avais une question? Oui, j'avais une autre question. Déjà, merci beaucoup de vous quand vous dites que la loi, en fait, vous descendez là au stade du décret, voire de l'arrêté, j'imagine, pour nécessairement les paramètres. C'est vraiment immense. La question c'était est-ce qu'on descend, à quel niveau on descend au niveau de la loi? Est-ce qu'on descend jusqu'au décret et aux arrêtés? Et la réponse est oui. Mais on n'a pas commencé à tout coder. Pour l'instant, on est plutôt à la partie législative. C'est là qu'on a fait la partie décretale aussi. Oui, non? on a fait toute la partie. Après, disons qu'on cherche à être payé pour faire ce travail aussi. Vous avez parfaitement raison. Et du coup,
plus généralement, si vous arrivez à faire ça sur un pan, la retraite, etc., est-ce que c'est envisageable de, du coup, en fait, précoder une réforme et ensuite, sur la base de cette réforme parallèle de la vraie loi avec le vrai code, de pouvoir tester tout et n'importe quoi et ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, que ce soit sur la vraie loi ou que ce soit sur une réforme, parce qu'il y a aussi un aspect, comme tu l'as dit, est-ce que c'est réaliste de le faire? C'est-à-dire, est-ce que c'est réaliste d'avoir quelqu'un, plusieurs personnes qui, voilà, dans un temps raisonnable, codent tout ça et pour les débats parlementaires et puis pour les travaux de l'administration. Du coup, inversement, est-ce que c'est... Je sais qu'on en avait parlé, donc est-ce que c'est envisageable dans ce genre de code d'essayer de lever des exceptions du style taux marginal, je sais pas, 90%, voilà, ce genre de cas baroque qu'on adore. Alors, donc on a une question assez informée de quelqu'un de l'histoire qui ne travaille peut-être pas ou peut-être sur ces questions, mais en gros, est-ce qu'on peut coder des réformes fiscales en Catala et du coup s'en servir pour voir la différence entre l'ancien et le nouveau, voire essayer de faire de tester en fait la réforme pour voir si elle passe bien des paramètres fixés par le politique, quoi. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est assez efficace? Je suis pas devin, moi j'ai pas fait les choses à l'avance, mais en tout cas j'ai été voir les gens qui développent les systèmes actuellement qui font ce genre de choses à la DGFIP et j'ai vu comment ils travaillaient et je pense que le faire en catalan ne changerait pas significativement leur workflow, enfin leur méthode de travail, voire l'améliorer. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose? Vas-y. J'ai cru comprendre qu'une partie de ta question était aussi liée au temps, argent, etc. Alors, la première chose qu'on a fait, c'était les allocations familiales. On a fait pas mal d'articles. On faisait des sessions de 2 heures. À la fin, on était bien fatigués parce que c'était la concentration très intense, mais très très intéressante. On a réussi à le faire en 10 séances, un truc comme ça. Ouais. Et après, on a décidé... Pourquoi on a décidé ça? On a décidé de faire la partie la plus difficile du code des impôts américain. Et ça nous prenait à peu près 2 heures par article, si l'article était petit. Et c'était plutôt 6 heures pour un article où il y avait beaucoup de phrases. Mais c'est la partie la plus compliquée. Donc, si on s'y met sérieusement avec un peu de ressources humaines, en quelques années, on pourrait avoir un code des impôts programmé entièrement maintenable facilement, et qu'il n'y aura pas à refaire, et qu'on peut juste refaire quand il y a des réformes. Donc ça vaut le coup. Financez-nous. Oui. Votre travail, c'était d'arriver à traduire le code texte vers le monde des algorithmes. Et est-ce qu'il y a déjà une réflexion autour de la capacité à revenir dans l'autre sens? C'est-à-dire qu'une fois que dans le monde des algorithmes, on va avoir envie d'optimiser, etc., et d'avoir l'algorithme qui peut venir proposer ou bien une fausse structuration pour faire la même chose mais plus simplement, avec moins de texte, voire carrément proposer des amendements qui pourraient ensuite être débattus par des humains. Alors, j'ai l'impression que ta question, il y a plein de points, donc je vais les relever, tu vas me dire si c'est ça que tu voulais dire. Je trouve que la première question que tu me poses, c'est est-ce que, une fois qu'on a codé le droit en langage naturel en catalan, est-ce qu'on peut coder quelque chose de catalan en langage naturel? C'était un peu ça? Oh non, j'ai fait un peu trop méta tout de suite, c'était un peu ça. Et la réponse, alors, tu me dis Denis si j'ai raison, mais c'est que en principe on ne peut pas, parce que c'est des raisons informatiques, non? C'est que tu peux pas coder, enfin tu peux pas partir d'un langage plus bas niveau pour le faire en plus haut niveau, c'est ça? Bah non, c'est okay, j'ai rien compris. C'était un mail que j'ai lu ce matin. Bon. En gros, tu peux écrire ton texte de loi, enfin tu peux, mais dans ce cas-là en fait, à quoi ça sert de l'écrire en catalan si tu pars d'un algorithme? En fait, tu pourrais aller partir d'un langage de programmation plus simple et ensuite écrire le texte de loi qui suit ce que tu as écrit dans ton code. Mais le problème c'est que si tu écris ton texte comme ça, il va pas correspondre au canon en fait du style de rédaction des textes juridiques et notamment au niveau de l'interprétabilité. La loi elle est écrite d'une certaine manière et ça Liane pourra me corriger parce que si jamais la réalité est complètement imprévisible, elle crée des situations auxquelles personne n'avait pensé
par définition. Et en fait, quand une nouvelle situation se pose, bah voilà, comment on applique la loi, bah ça, les textes juridiques sont rédigés de manière un peu obscure, justement parce qu'ils essayent de prendre en compte cette imprévisibilité qui va faire qu'on va arriver à l'interpréter ou pas. Et le danger, alors après, je sais pas, peut-être que pour certains trucs très simples, effectivement, c'est plus facile d'écrire un texte qui suit ce qu'un programme informatique ferait. Mais c'est très difficile de savoir où il y a de l'ambiguïté, où il n'y en a pas. C'est un travail très compliqué à faire et finalement, moi je fais confiance aux juristes pour écrire leur texte juridique de la manière que le truc tient. Ils ont des centaines d'années d'expérience dans ce domaine. Et pour moi, vraiment, le problème, c'est plutôt justement de traduire de la loi vers le code plutôt que l'inverse. J'ai l'impression qu'il y avait aussi une deuxième partie de la question qui était est-ce que l'algorithme lui-même peut proposer des réformes et là, on revient un peu à ce qu'on discutait avant sur l'analyse, etc., des réformes. Je pense que l'objet de Catala n'est pas ça. On pourrait l'utiliser pour... donc, je ne reviens pas sur la discussion, on pourrait l'utiliser pour évaluer l'impact des réformes. Je ne pense pas que ce soit un algorithme qui puisse être utilisé pour proposer... Enfin, je ne vois même pas comment c'est possible. Après, conceptuellement, pourquoi pas, mais là, pratiquement, je ne vois même pas du tout comment est-ce qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire quoi, proposer une réforme, proposer une... Bah, en gros, on pourrait imaginer, avec plein de cibles conditionnelles, on pourrait imaginer que grâce à des prouveurs de théorèmes, on arrive à détecter que par exemple tel article est redondant parce qu'il est compris dans tel autre et du coup on peut le supprimer ou des choses comme ça. Sauf que en fait ça c'est des trucs que les juristes qui écrivent la loi normalement ils font gaffe à ce que ça n'arrive pas. Parce qu'il y a un travail constant d'interprétation du code. Alors effectivement, quand la loi est tellement compliquée qu'on ne s'y retrouve plus, peut-être que les juristes qui font ça manquent des opportunités de le faire, mais je ne saurais pas quantifier si c'est vraiment un gros problème ou pas en fait. Il y a le monsieur là-bas qui lève la main depuis tout à l'heure. En fait, de penser à l'empillement, pratiquement des textes qui subissent un empilement sur plein d'années. C'est un peu compliqué la question. Du coup, à la fin, vu que c'est des textes très politiques, il y a des je prends un exemple avec le marché carbone européen, qui est dans un empilement de plein d'années de négociations et qui du coup a plein d'exceptions. Maintenant, il est devenu quasiment incompréhensible, même pour celui qui le lit pour la première fois, il faut vraiment passer du temps. Et est-ce que ça pourrait proposer une simplification de la rédaction? C'est peut-être la question. Donc la question c'est, quand on a des textes de loi très compliqués qui prennent beaucoup de temps à comprendre, est-ce que Catala permettrait de simplifier la rédaction? Est-ce que c'est ça ta question? C'est plus parce qu'il y a des exceptions qui sont imbriquées à différents endroits du texte et qui en fait font perdre de la cohérence logique au texte juridique. Et en fait, ce que tu demandes, c'est est-ce que la codification pourrait ramener de la logique? Oui, en termes juridiques, est-ce que Catala pourrait aider la codification? En termes de codification au sens juridique. Est-ce qu'il pourrait... Alors, attends. La codification ou l'écriture? Parce que c'est totalement différent. Parce que la codification, en droit, c'est quand tu prends plusieurs textos et tu les rassembles dans un code pour en faire un système. L'écriture, c'est autre chose. Et là, tu parles du marché carbone, c'est pas un texte qui est codifié. Donc, c'est pas la codification, c'est l'écriture du texte qui soit plus logique. Déjà, c'est pas un texte très compliqué, le marché carbone, comparé à ce qui existe. Ensuite, je sais pas vraiment quoi te répondre. C'est pas comme ça qu'on a conçu l'outil. Peut-être que Catala pourrait signaler des problèmes logiques ou nous faire prendre conscience de ça. Mais quand tu as un texte très compliqué avec plein de tiroirs, c'est souvent pour une certaine raison. Et le but, c'est pas la simplification du droit. Enfin, notre but à nous, et d'ailleurs, on essaye de ne pas se poser sur la question, parce que c'est le rôle des politiques, c'est le rôle des chercheurs, etc. Ici... justement, des législateurs. Je suis désolée, je vais pas bien répondre à ta question, parce que Denis, tu veux rajouter quelque chose?
Bah, je peux peut-être dire oui, il y a beaucoup de fantasmes sur la simplification du droit et effectivement on reste neutre sur la question puisque Catala c'est vraiment un outil qui est là pour prendre les textes de droit dans leur complexité et peut-être qu'on pourrait les simplifier. Alors il y a plein de gens qui ont fait des propositions. Par exemple il y a eu la proposition de Piketty pour simplifier l'imposition en 2011 pour mettre un truc beaucoup plus progressif, etc. Mais généralement quand on simplifie, le truc simplifié n'est pas exactement la même chose que le truc original et bah il y a des gens qui perdent et des gens qui gagnent et ça en fait c'est politique. Hein, donc,